On est ici pour parler d'énergie. Je ne vais pas du tout m'adresser au même genre de problème que dans l'exposé précédent, c'est-à-dire que je vais rester à un niveau très fondamental et théorique pour poser cette simple question: y a-t-il de l'énergie dans la physique? Et la première remarque à faire pour répondre, c'est que la physique, c'est un peu trop vague parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire de la physique, c'est-à-dire la physique est un peu schizophrène dans la mesure où on a plusieurs théories qui parlent de physique fondamentale et qui ne sont pas d'accord. Je veux dire, on a d'un côté la relativité générale, on a de l'autre côté la physique quantique, et puis on a aussi ce que je pourrais appeler la physique classique, avec laquelle on raisonne le plus souvent dans la vie courante, avec laquelle les ingénieurs travaillent beaucoup quand il ne s'agit pas de questions très précises, de questions spatiales, etc. Donc on a trois domaines dans lesquels on parle d'énergie et on n'en parle pas du tout de la même manière, comme vous allez le voir. Alors je commence par le plus simple et le plus connu, c'est-à-dire l'énergie dans la physique classique, dans la physique pourrait-on dire de tous les jours, et ça correspond un petit peu à notre intuition de ce qu'est l'énergie, et en fait elle est décrite d'une manière assez précise par la thermodynamique, qui est une théorie tout à fait extraordinaire, merveilleuse, mais que je ne développerai pas trop ici parce qu'on a un temps qui est tout à fait limité. Mais néanmoins, notre concept intuitif de l'énergie est fondé sur la thermodynamique et sur la physique statistique, puisque vous savez que finalement, les concepts de la thermodynamique ont été revisités et expliqués comme résultant de la physique statistique, c'est-à-dire des effets collectifs de petites entités que sont les atomes ou les particules ou les molécules. Alors définir l'énergie dans ce cadre-là, c'est pas si facile que ça, parce qu'il n'y a pas une définition vraiment, comment pourrait-on dire, qui serait tout à fait indépendante du reste, mais voilà, une définition qualitative et qui correspond d'ailleurs à l'étymologie, c'est ce qui est susceptible de fournir du travail, de donner du mouvement, d'élever la température, et on pourrait rajouter aujourd'hui d'engendrer de l'électricité, et puis après la théorie de la relativité générale, de déformer l'espace-temps, c'est-à-dire de créer de la gravitation, mais on reviendra là-dessus. Ce qui la caractérise aussi, c'est qu'elle se trouve sous plusieurs formes, dont je décrit quelques-unes ici, mais je ne vais pas du tout insister, puisque c'est quelque chose qui est très connu, on reviendra dessus. Elle se transforme d'une forme à une autre, avec une caractéristique, c'est qu'elle se conserve, et on associe en général l'énergie à un certain système, c'est-à-dire par exemple à un litre de pétrole ou à un morceau d'uranium ou à un morceau de charbon ou à un condensateur électrique ou une batterie électrique, quelque chose comme ça. Et il faut aussi se rendre compte que l'énergie qu'on attribue à un système dépend de l'observateur. Par exemple, si je me demande quelle est l'énergie d'un morceau de charbon, si ce morceau de charbon est en train de m'arriver dans la figure parce qu'il a été lancé avec une très grande vitesse, évidemment, son énergie n'est pas la même que s'il est au repos. Donc il y a une composante de l'énergie, au moins une, l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie de mouvement, qui dépend de l'observateur. Puisque si quelqu'un accompagne le morceau de charbon dans son mouvement, bien sûr, il ne va pas lui accorder la même énergie que celui qui le reçoit. Et d'autre part, je voulais simplement mentionner, on reviendra dessus, trois notions, la chaleur, le travail et l'entropie, qui sont liées à la notion d'énergie. On reviendra là-dessus. Ce sur quoi je voudrais insister, en fait, c'est que dans la vie courante et dans la plupart des expériences ou des observations en physique, c'est qu'on ne s'intéresse pas vraiment à l'énergie, on verra après qu'en relativité générale ça change, mais aux différences d'énergie. C'est-à-dire, on va par exemple s'intéresser à des machines, elles consomment de l'énergie, elles utilisent de l'énergie, elles donnent de l'énergie, et finalement, ce qui nous intéresse, c'est la différence entre ce qui est utilisé, ce qui est consommé, et évidemment, on s'intéresse à ce qui est perdu par frottement, par réchauffement ou autre
nuisance. Donc la notion d'énergie absolue, je ne parle pas de la relativité, on va y venir ensuite, elle est mal définie. On ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une énergie absolue, mais on n'en a finalement jamais besoin. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, ça va venir avec la relativité générale. Donc j'insiste pas sur les différentes formes de l'énergie, sur la manière dont elle se transforme. J'ai vu qu'il y avait une statue à l'entrée de Denis Papin, l'inventeur de la machine à vapeur. Presque tous nos moyens de fourniture d'énergie, ce sont des dérivés de la machine à vapeur, hein, que ce soit le moteur à combustion dans les voitures, les centrales thermiques, les centrales nucléaires, etc. On a de l'énergie qui est transformée en chaleur. La chaleur génère une vapeur et la vapeur génère du mouvement. Donc avec quand même une exception au moins, deux exceptions qui sont d'une part les éoliennes, mais qui sont finalement qu'une remise au goût du jour des moulins à vent, et puis l'énergie solaire qui, elle, est une véritable innovation, peut-on dire, de notre siècle. Bon, je n'insiste pas non plus sur tous ces cycles. Vous savez aussi qu'en thermodynamique, il y a deux grands principes. Le premier principe qui énonce la conservation de l'énergie, et quand on est en physique fondamentale, on sait que la conservation de quelque chose, c'est lié à une certaine symétrie, et le théorème de Noether exprime ça très bien. Et la conservation de l'énergie, qui est quelque chose de fondamental dans toutes les utilisations que l'on peut en faire, cette conservation est le pendant de la symétrie par rapport au temps, par rapport à la symétrie de translation temporelle. Donc, conservation de l'énergie, c'est le pendant de la symétrie temporelle, ce qui revient à dire que l'énergie est la quantité conjuguée du temps. Alors, ce terme de quantité conjuguée, si vous n'êtes pas physicien, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a toujours une relation extrêmement forte entre ce qu'on appelle les quantités conjuguées, et la notion de quantité conjuguée vient de la mécanique et finalement de l'évolution de tous les systèmes. C'est quelque chose qui se retrouve dans ce qu'on pourrait appeler la physique symplectique ou la physique hamiltonienne, qui s'applique à tous les systèmes, et on va voir que c'est quelque chose de très important, ce caractère conjugué de l'énergie et du temps. Le second principe aussi est une limitation en thermodynamique qui vous empêche d'effectuer n'importe quelle transformation, une transformation de n'importe quelle forme d'énergie en n'importe quelle autre forme. C'est ce qui est responsable de l'irréversibilité, c'est ce qui est responsable de la notion de rendement, et cette limitation est souvent exprimée quantitativement par une nouvelle quantité qui s'appelle l'entropie, qui est en général assez bien définie. On la note S, et on s'aperçoit que l'entropie elle-même est liée à la notion de chaleur. La chaleur est une des formes de l'énergie, et quand on a pour un système une variation de chaleur delta Q, elle est exprimée également sous forme d'une transformation d'entropie delta S, le rapport entre les deux étant exactement la température. Tout ça marche très bien en thermodynamique, et cette relation est absolument fondamentale, de telle manière qu'on va essayer de l'introduire et de l'utiliser également en relativité générale et également en physique quantique. On va voir avec quel type de succès. Encore une fois, tout ça, on parle de variation, les quantités absolues sont à manier avec précaution, et on va voir que c'est encore pire quand on sera dans la physique moderne. Et puis, pour clarifier quelque chose, il y a souvent, on entend souvent dire que l'entropie, c'est le désordre. Non, l'entropie, ça n'est pas le désordre. Si on veut l'exprimer qualitativement, c'est plutôt le manque d'informations qu'on a sur un système. C'est pourquoi l'entropie, je ne parle pas vraiment de l'entropie thermodynamique, mais l'entropie dans un sens plus général, elle évalue plutôt le manque d'informations que l'on a sur un système. Alors vous allez me dire comment cette quantité qu'on définit en thermodynamique d'une manière assez rigoureuse, indépendante de l'observateur, pourrait dépendre d'une information que l'observateur peut ou non posséder. Eh bien, c'est tout simplement que les règles de la thermodynamique font que l'on caractérise un système par un nombre très limité d'attributs, sa température, son volume, etc. Donc, l'observateur thermodynamique
pourrait-on dire, c'est un observateur qui a accès à une quantité limitée d'informations. Et l'entropie mesure exactement la limite de cette quantité d'informations de l'observateur thermodynamique. Mais si on a un observateur plus malin que thermodynamique, c'est-à-dire qui connaît plus de détails dans l'organisation du système, il va accorder au même système physique une entropie beaucoup plus faible. Et on va encore revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe en relativité? Eh bien, vous connaissez tous cette formule E égale mc2 qui vous indique que la masse, m, est une forme de l'énergie. Et comme on n'utilise pas les mêmes unités en général, il y a un facteur de conversion qui est le carré de vitesse de la lumière. Il ne faut pas prendre le C2 là-dedans comme quelque chose qui ferait intervenir vraiment la vitesse de la lumière. C'est un simple facteur de conversion. Et très souvent, les physiciens mesurent les masses en unités d'énergie, par exemple en électronvolts, ou mesurent les énergies en unités de masse. En fait, c'est la même chose. Donc, je ne veux pas trop m'étaler sur la notion de masse elle-même. Vous savez que chez Newton, il y a la masse d'inertie et la masse gravitationnelle, qui en fait est un autre nom pour la charge gravitationnelle, et on a trois masses qui sont conceptuellement différentes et qui pourtant se confondent. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie, c'est ce qui est responsable de l'universalité de la chute libre, c'est fondamental chez Newton, qui l'avait déjà compris, chez Galilée également. Donc Galilée, Newton et puis évidemment tous ceux qui suivent tiennent compte de ce principe d'équivalence, qu'on n'appelait pas encore comme ça, mais ils ne savent pas du tout l'expliquer. Et c'est un des grands mystères de la physique newtonienne, pourquoi ce principe d'équivalence, et c'est une des questions sur laquelle Einstein va énormément réfléchir et qui va le pousser vers la théorie de la relativité générale, parce que non seulement la théorie de la relativité générale va expliquer ce principe d'équivalence, mais elle va se fonder complètement dessus, à tel point qu'on peut dire que la relativité générale, c'est la conséquence presque directe du principe d'équivalence. Et Einstein lui-même, bien avant sa théorie de la relativité générale, bien avant qu'elle soit au point, des années auparavant, il en avait déjà déduit plusieurs conséquences uniquement à partir du principe d'équivalence. Donc c'est un principe extrêmement puissant, extrêmement important dans la physique. Donc la masse est une forme d'énergie, à tel point que quand on parle de la masse d'un corps, eh bien, il y a des composantes qu'on aurait envie souvent d'appeler sous une autre forme, comme par exemple dans la masse de la Terre, il y a une composante de la masse de la Terre, qui est en fait l'énergie de liaison gravitationnelle de toute la matière terrestre. Donc ça représente quoi? Ça représente l'énergie qu'il faudrait fournir si on voulait, d'une certaine manière, enlever à la Terre sa cohésion. Ça se manifeste, par exemple, que si on veut faire décoller une fusée, eh bien, il faut fournir de l'énergie. Et cette énergie qu'on fournit, c'est de l'énergie qui compte, dans ce cas-là de manière négative, dans la masse de la Terre. Quand on a une molécule, la masse d'une molécule, eh bien, il y a une composante qui est due à l'énergie de liaison entre les atomes de la molécule. Dans un atome, il y a une partie de l'énergie, et dans un noyau d'atome, par exemple, qui correspond à l'énergie de liaison qui assure la cohésion des différentes particules qui composent cet atome. Et quand on a une réaction chimique, comme par exemple une combustion, eh bien, c'est justement cette énergie-là qu'on récupère, et à la suite d'une combustion, la masse des produits de combustion est inférieure à la masse des produits initiaux. Comme dans une réaction nucléaire, la masse des noyaux résultants est inférieure à la masse des noyaux initiaux. C'est pour ça qu'on dit que ces réactions, c'est quelque chose qui est une application directe de E égale mc2, puisqu'il y a une partie de la masse qui est transformée en énergie récupérée et utilisée. Et quelque chose d'extrêmement impressionnant, c'est les trous noirs, parce que vous savez qu'on a détecté grâce aux ondes gravitationnelles des trous noirs, et on s'est aperçu d'une réaction où on a deux trous noirs qui vont fusionner pour en donner un plus gros. On a deux trous noirs qui font 30 fois la masse du Soleil, j'arrondis les chiffres, et au lieu d'avoir un trou noir final qui fait 60 fois la masse du Soleil, on a un trou noir final qui fait 40 fois la masse du Soleil. Les chiffres ne sont pas exacts, mais je ne me souviens plus des exacts. Et donc, il
qu'il y a 20 masses solaires qui ont disparu, c'est quoi? C'est l'énergie des ondes gravitationnelles qui nous sont arrivées et qu'on a pu détecter sur la Terre. Évidemment, elles sont extrêmement diluées parce qu'on est très loin, mais cette énergie-là, c'est elle qui a été émise lorsque les trous noirs ont fusionné. Alors en pratique, donc, je viens de le dire, on peut récupérer une partie de l'énergie de masse des atomes, des molécules, mais c'est quelques millièmes ou quelques millionièmes seulement. Le seul cas où on peut récupérer toute l'énergie de masse, ce qui finalement justifie le fait qu'on puisse dire la masse c'est de l'énergie et pour une fois c'est de l'énergie absolue, c'est les réactions matière plus antimatière, puisque quand on a une annihilation matière plus antimatière, on obtient du rayonnement qui d'une certaine manière est de l'énergie pure. Donc la distinction masse-énergie, vous voyez qu'elle n'est pas vraiment pertinente, puisque dans la masse, il y a de l'énergie. L'énergie, ça agit en relativité comme la masse, puisque ça courbe l'espace-temps, ça engendre de la gravitation. La gravitation, c'est la courbure de l'espace. L'équation d'Einstein nous dit que la courbure de l'espace est engendrée, non pas par l'énergie, mais parce que l'énergie, comme vous allez voir, elle n'est pas définie finalement en relativité, par quelque chose d'un peu plus compliqué qui s'appelle le tenseur d'énergie-impulsion. Mais le tenseur d'énergie-impulsion, ça ne contient pas que l'énergie, ça contient aussi la pression, ça contient éventuellement du stress, des choses comme ça, des contraintes. Donc, ce qui compte finalement, on vient de démontrer que l'énergie et la masse, c'était la même chose. Chez Newton, c'est la masse qui engendrait la gravitation. En relativité générale, non, ce n'est pas la masse-énergie qui engendre la gravitation, c'est quelque chose de plus compliqué qui s'appelle le tenseur d'énergie-impulsion, que je note T, qui est en bleu. Et l'équation d'Einstein nous dit que le tenseur E, tenseur d'Einstein, est égal à 8 pi g. Pi, c'est pi, la constante du cercle. G, c'est la constante de gravitation d'Einstein. Donc, l'équation d'Einstein nous dit que la courbure de l'espace-temps représentée par E est égale au tenseur d'énergie-impulsion, ce qui remplace l'énergie, plus une contribution de la constante cosmologique, sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici, et que finalement, ce qu'un observateur appelle densité d'énergie d'un système, c'est quelque chose qu'on obtient à partir du tenseur d'énergie-impulsion T, mais aussi des caractéristiques de l'observateur, à savoir sa quadrivitesse U, c'est-à-dire que pour le même système défini par un tenseur d'énergie-impulsion bien précis, tous les observateurs différents vont associer des énergies différentes. Donc la notion d'énergie, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pertinent puisque ça dépend complètement de l'observateur. Ce n'est pas ça non plus qui engendre la gravitation. Et il y a pire, c'est qu'il n'y a pas du tout d'énergie conservée. Parce que rappelez-vous que la conservation de l'énergie, c'était quelque chose qui résultait de la symétrie du temps. Et en relativité générale, il n'y a pas du tout de symétrie du temps, sauf dans les solutions qui sont complètement triviales, comme l'espace-temps vide de Minkowski, ou des solutions comme le modèle d'Einstein, mais qui sont des solutions théoriques qui ne s'appliquent pas du tout au monde réel. Donc, dans une solution standard de la relativité générale, c'est-à-dire une solution où il y a de la matière, où il y a de la gravitation, il n'y a pas de temps, ou plutôt il y a, si vous voulez, un temps propre qui s'écoule en chaque point de manière différente, qui n'a pas du tout de symétrie de translation. Alors, il existe certaines solutions bien particulières avec ce qu'on appelle un vecteur de Killing, où il y a des symétries de translation temporelle, et dans ces solutions bien particulières, on pourrait définir une énergie, mais ça n'a pas non plus grand intérêt. Donc, finalement, la notion d'énergie n'est pas vraiment un concept opérationnel en relativité générale. On peut évidemment toujours tenter de définir l'énergie, par exemple tenter de définir l'énergie ou la masse d'un système, mais on s'aperçoit que c'est très compliqué. C'est très compliqué, il faut imaginer un observateur qui serait à l'infini, qui regarde le système, qui regarde comment évolue la gravitation autour de lui. C'est quelque chose qui n'est pas du tout trivial, et en fait, ça n'a aucun intérêt de parler d'énergie, puisque c'est pas l'énergie
d'énergie elle-même qui intervient, c'est plutôt le tenseur d'énergie-impulsion, qui lui est un concept opérationnel. C'est un peu comme la notion de temps, si vous voulez. La notion de temps, ça n'existe pas en relativité, c'est-à-dire dans un problème de relativité, vous n'allez jamais parler de temps, sauf si vraiment vous avez envie de vous ramener à des notions connues, mais c'est très dangereux parce que on a toujours tendance à parler du temps comme si c'était le temps qui s'écoule, pareil en tous les points de l'univers, qui permettent de dater les événements, etc. Donc il vaut mieux éviter de parler d'énergie en relativité générale, même si on arrive difficilement à la définir, et il en est de même non seulement pour l'énergie, mais pour les échanges d'énergie. Alors finalement, la notion d'entropie est peut-être plus facile à manier et peut-être plus importante en relativité que la notion d'énergie elle-même. Je ne veux pas trop en parler parce que ce n'est pas un exposé sur l'entropie, mais sur l'énergie. Mais quand même vous dire une chose, c'est qu'en ce moment, vous savez qu'il y a des problèmes avec la gravitation, le problème de la masse cachée, des problèmes fondamentaux aussi. Est-ce qu'il faut ou non quantifier la gravitation ? Et beaucoup de chercheurs s'intéresse à ce qu'on appelle la thermodynamique de la gravitation ou la gravitation thermodynamique, qui n'est pas au point, mais on essaye de voir la gravitation comme un phénomène thermodynamique, c'est-à-dire avec des échanges de chaleur, des échanges d'entropie, etc., etc. Donc on s'intéresse à l'entropie thermodynamique. Tout ça a été initié à propos des réflexions sur les trous noirs de Hawking, de Bekenstein et d'autres, parce qu'il se trouve que les concepts thermodynamiques s'appliquent assez bien aux trous noirs. D'où l'idée qu'on pourrait les généraliser, les appliquer à la relativité générale en général. C'est par exemple une idée de Roger Penrose, qui est un des meilleurs connaisseurs actuels de la relativité générale. Donc, on essaye finalement de mettre au point une théorie thermodynamique de la relativité qui pourrait être le point de départ aussi d'une quantification de la relativité générale. Il faudrait que je cite également Ted Jacobson, qui a été un des pionniers dans cette approche, qui n'est pas au point, mais qui est, disons, quelque chose qui est très actif en ce moment. Bon, à propos d'énergie, quelque chose d'intéressant aussi, au passage, c'est qu'un photon n'a pas d'énergie. C'est-à-dire, le photon, il est créé avec une certaine énergie. Si on le reçoit avec une certaine énergie, mais entre les deux, ça n'a aucun sens de parler de l'énergie d'un photon. Le photon, il est caractérisé par quelque chose qu'on appelle sa quadrivitesse, qui est un quadrivecteur dans l'espace-temps de norme nulle, bon, peu importe les détails, mais ça n'est pas du tout une énergie. C'est-à-dire un photon, selon celui qui va le détecter, il peut avoir n'importe quelle énergie de 0 à l'infini. Donc voilà un exemple pour vous dire que cette notion d'énergie, même pour un photon, on croit qu'un photon c'est quelque chose qui a de l'énergie, non, il est impossible d'associer une énergie à un photon, sauf au moment où on l'émet ou au moment où on le détecte. Bon, je ne veux pas trop développer ces notions d'entropie et de chaleur, plutôt passer à la physique quantique, où le statut de l'énergie est très confus également, celui des différences d'énergie l'est moins, mais c'est un peu comme dans la vie courante, ce que je vous disais au début. On a l'habitude de parler de différence d'énergie. Quand on parle d'énergie, quand je parle de l'énergie de mon bidon de pétrole, je ne parle pas de son énergie de masse, je parle simplement de la partie de l'énergie sous forme chimique que je peux récupérer en le mettant dans mon moteur. Donc vraiment, on croit parler d'énergie, mais on parle de différence d'énergie dans la vie courante, et en physique quantique, c'est encore pire. Alors, la notion d'énergie absolue n'a pas vraiment de pertinence, sauf, je dirais... Alors oui, quand même, ça c'est important, parce que la notion d'énergie absolue, finalement, elle intervient dans la gravitation. Parce que même si c'est un peu plus subtil que ça, qu'on parle de tenseur d'énergie-impulsion, c'est quand même la gravitation, la masse qui est à l'origine de la gravitation. Donc on identifie un rôle de l'énergie, et même de l'énergie absolue, qui est d'engendrer la gravitation. Mais en physique quantique, il n'y a pas la gravitation. Donc on ne peut pas utiliser cette définition-là, puisque la gravitation n'est pas prise en compte par la physique quantique, donc la notion d'énergie ne sera pas définie. Et finalement, la physique quantique, puisqu'elle opère dans les laboratoires avec des particules, avec de la matière qui engendrent de la gravitation, on peut dire que la théorie actuelle de la gravitation,
la théorie actuelle de la physique quantique, que ce soit la théorie des champs ou la mécanique quantique, qui n'inclut pas la gravitation, est incomplète. Le mot incomplet n'est pas du tout à prendre dans le même sens que ce que disait Einstein ou ce qu'ont dit d'autres. Donc, qui prend en compte la gravitation aujourd'hui en physique quantique ? Certainement pas la physique quantique standard, mais peut-être certaines interprétations, peut-être les travaux de Penrose, peut-être les travaux de gravitation quantique, peut-être les travaux d'une interprétation qui s'appelle l'interprétation de Montevideo, j'en dirais peut-être un mot. Et ça, c'est donc au point de vue, je dirais, conceptuel. Le concept d'énergie, il n'est pas bien défini. Et du point de vue du calcul, parce qu'on dit souvent, bah oui, la physique quantique, on n'arrive pas à la concevoir, à l'expliquer, à la comprendre, mais les calculs, ça marche. Bon, bah non, ça ne marche pas, les calculs d'énergie, puisque quand on calcule l'énergie d'un système en physique quantique, ça donne quelque chose d'infini. En revanche, on arrive très bien à calculer les différences d'énergie. Et quand on vous dit l'énergie de tel système vaut tant en physique quantique, c'est pas du tout l'énergie du système, c'est la différence entre l'énergie du système dans un certain état avec l'énergie de l'état où le système ne serait pas là. C'est la différence entre l'énergie du système et l'énergie du vide. Ça, c'est bien défini grâce à une procédure qui s'appelle la renormalisation, qui permet de faire infini moins l'infini d'une manière qui semble assez bien justifiée puisqu'on arrive à retrouver beaucoup de résultats intéressants, mais qui mathématiquement n'est pas du tout justifié, à savoir que si vous voulez gagner $1 million, il y a actuellement le prix de la fondation Clay, vous savez, qui a défini 10 problèmes mathématiques fondamentaux, chacun récompensé d'$1 million pour celui qui le trouverait, et un de ces problèmes, c'est finalement d'arriver à justifier mathématiquement la théorie de la renormalisation en physique quantique. Bon, c'est une petite parenthèse, mais je suis sûr que vous n'avez pas besoin d'argent à ce point. Donc, on revient à notre énergie, mais c'est assez intéressant. En revanche, on a besoin d'énergie elle-même si l'on s'intéresse à la gravitation. Alors pourquoi s'intéresser à la gravitation en physique quantique ? D'abord parce qu'elle est là, et puis quelle que soit l'expérience physique quantique qu'on fait, il y a de la gravitation, mais on est autorisé à penser que les effets de gravitation sont toujours négligeables dans les effets de physique quantique. Sauf que maintenant, ça va peut-être commencer à ne plus être vrai, puisque on voit des projets d'expérience ou d'observation. La plupart des interprétations ne peuvent tenir qu'avec certaines manières de traiter la gravitation. Par exemple, l'interprétation des univers multiples d'Everett nécessite que la gravité soit quantique. Donc on ne peut pas parler d'interprétation multi-univers sans parler de gravité quantique. Alors, est-ce qu'il y a une gravité quantique ou pas ? Les avis sont partagés, mais s'il n'y en a pas, ça veut dire que l'interprétation d'Everett ne peut pas tenir non plus. En revanche, si vous avez l'interprétation en termes de variables cachées, initiée par De Broglie, qui revient à la mode en ce moment, là, la gravitation est bien traitée. Et puis, quelle que soit la solution que l'on propose au problème de la mesure, vous savez que le problème de la mesure, il fait intervenir des corps macroscopiques, donc qui nécessairement ont une influence gravitationnelle importante par rapport aux petits systèmes quantiques microscopiques, donc certainement la gravitation joue dans le problème de la mesure. Alors peut-être que ça n'a pas d'influence, peut-être que comme Penrose le pense, c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle la décohérence ou la réduction de la fonction d'onde. C'est ce que pense aussi l'interprétation Montevideo, parce que la gravitation, c'est finalement une courbure de l'espace-temps. Une courbure de l'espace-temps, ça vous dit que justement, on ne peut pas définir le temps alors qu'un système quantique est nécessairement délocalisé. Là, la fonction d'onde d'une particule, elle s'étale un peu dans tout l'espace. Et par exemple, il faut avoir un système superposé où la particule, en caricaturant, est à la fois à droite et à gauche. Donc, quel est l'effet gravitationnel de cette particule ? Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à droite et à gauche, si l'espace-temps a de la courbure, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Et le temps, pour le dire d'une manière un peu imagée, le temps de la particule gauche et le temps de la particule droite sont impossibles à synchroniser. Et pourtant,
on va dire qu'il y a une seule fonction d'onde qui est associée aux deux manifestations de la particule droite et gauche, puisqu'elle est à la fois à droite et à gauche en physique quantique, et pourtant, il ne peut pas y avoir de temps synchronisé entre les deux. Donc, quel est ce temps t qui intervient dans l'équation de Schrödinger quand on met d sur dt de la fonction d'onde? Parce que est-ce que c'est le temps de gauche, est-ce que c'est le temps de droite, une sorte de moyenne entre les deux? On ne sait pas, mais c'est certainement, on n'a pas de réponse à cette question. Donc, on ne sait pas du tout comment évolue un système qui est non localisé. Or, tous les systèmes en physique quantique sont non localisés. Donc, il y a quelque chose là qui fait que, bien sûr, on s'en fiche à la précision des mesures actuelles en laboratoire, mais si on veut faire de la physique quantique un peu plus précise, ça ne peut pas marcher. On va dire c'est incohérent. Alors la masse, qu'est-ce que c'est que la masse? Finalement, c'est un nombre quantique, et la masse, on sait la définir précisément uniquement pour les particules, et uniquement parce qu'on est dans l'espace-temps de Minkowski, parce que la théorie quantique des champs, finalement, elle n'existe que dans un espace-temps sans courbure, qui est l'espace-temps de Minkowski, où on a un groupe de symétrie très fort, très important qui agit, qui est le groupe de Poincaré, et ce groupe de Poincaré, chaque fois qu'on a un groupe, il y a quelque chose d'important qui sont des quantités conservées. Et il se trouve que la masse, c'est un nombre quantique conservé pour chaque particule, ce qu'on appelle un Casimir pour ceux qui connaissent un peu la théorie des groupes. C'est un peu comme le spin, c'est-à-dire chaque type de particule est caractérisé par des nombres quantiques qui sont complètement invariants. Donc on a une notion de masse associée aux particules élémentaires, une notion de spin aussi, et le spin et la masse d'une particule, ça ne bouge pas. Alors évidemment, c'est la masse au repos, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir définir la notion d'énergie, mais enfin, au moins, c'est quelque chose qui est bien défini. Alors, est-ce que c'est une masse qui va intervenir dans la gravitation? C'est-à-dire, est-ce que la masse au repos est une source de gravitation en physique quantique? On peut supposer que oui, mais le problème, c'est que ça ne marche pas, justement, dès qu'il y a de la masse, dès qu'il y a de la gravitation. Puisque dès qu'il y a de la gravitation, l'espace-temps est déformé, le groupe de symétrie de Poincaré ne s'y applique plus, donc on ne peut plus définir la masse de cette manière. Par exemple, si vous êtes non pas dans l'espace-temps de Minkowski qui est complètement vide, mais dans l'espace-temps de De Sitter qui est un autre espace-temps un peu idéalisé, je dirais qu'en dehors de Minkowski, l'espace-temps de De Sitter, c'est l'espace-temps le plus simple qu'on puisse imaginer. Et bien même dans cet espace-temps le plus simple, on ne peut pas définir une notion de masse parce que le groupe qui joue dans cet espace-temps, ce n'est pas le groupe de Poincaré, c'est ce qu'on appelle le groupe de De Sitter. Il a aussi des quantités conservées qui s'appellent des Casimir pour les mathématiciens, mais qui ne sont pas du tout la masse et le spin, qui sont des espèces de combinaisons entre les deux. Donc même dans l'espace-temps le plus simple qu'on puisse imaginer en dehors de l'espace-temps vide de Minkowski, on ne sait pas définir une notion de masse et on arrive à peu près à la définir par tâtonnement, par bricolage, mais elle n'est pas conservée. C'est-à-dire que la masse d'une particule change dans son évolution. Donc la notion de masse et la notion d'énergie conservée, c'est quelque chose qui disparaît complètement aussi. Alors là, je ne dirais pas de la physique quantique. Disons, en physique quantique, ça n'existe pas et ça n'a pas d'intérêt puisqu'il n'y a pas la gravitation. Mais quand on veut faire de la physique quantique de manière un peu réaliste, il n'y a pas de masse conservée, il n'y a pas d'énergie conservée. Ce qui est intéressant aussi, la masse-énergie, alors ça, je n'ai pas le temps d'en parler, mais une énergie, c'est à peu près la même chose qu'une fréquence, enfin l'énergie d'une particule en tout cas. Nu, c'est la fréquence associée à une particule d'énergie E, H étant la constante de Planck, puisque dès qu'on fait de la physique quantique, cette constante intervient, c'est une sorte d'unité fondamentale de la physique quantique. Et c'est intéressant parce que finalement, une fréquence, c'est l'inverse d'une période. Une période, c'est une durée, c'est la durée d'un battement énergétique.
Donc si on réécrit cette relation en remplaçant nu par 1 sur t, on obtient ET égale H, et ben ça rappelle exactement les relations d'incertitude, puisque les relations d'incertitude vous disent que le produit des incertitudes sur 2 quantités conjuguées, rappelez-vous, le temps et l'énergie étaient des quantités conjuguées, obéissent à cette relation d'incertitude. Donc finalement, voilà ce que devient la relation de conservation, pardon, la dualité, la conjugaison qu'on avait soulignée en physique classique entre le temps et l'énergie, ben, ça revient exactement à cette relation E égale H nu, c'est-à-dire que conceptuellement, une énergie et une fréquence, c'est un peu la même chose. Je n'ai pas le temps de développer trop, mais je voulais quand même parler de gravité, parce que l'énergie et la masse, c'est quand même plus ou moins ce qui gravite. Et question, qu'est-ce qui gravite en physique quantique? Et notamment, cette question se pose à la suite de ces notions fondamentales que sont la non-localité et l'intrication. C'est-à-dire, est-ce que la prise en compte de la gravité va aider ou non à résoudre les problèmes de la physique quantique? Et essentiellement ce problème qui est le problème de la mesure, sachant que pour Penrose c'est oui, pour l'interprétation de Montevideo c'est oui, et que de toute façon il faut prendre en compte la gravité. Comment adapter la physique quantique en présence de gravité courbure? Pour le moment, on ne sait pas le faire. Autrement dit, faire de la physique quantique en espace-temps courbe. On sait plus ou moins le faire lorsqu'on a un espace-temps statique, c'est-à-dire un vecteur de Killing, comme je vous le disais tout à l'heure, mais avec des tas de problèmes. Toutes ces questions sont liées et on ne peut pas parler correctement d'énergie en physique quantique sans y répondre. Et je pense qu'on pourrait rajouter, on ne peut pas faire de physique quantique correctement sans y répondre non plus. Elle commence à être étudiée d'une manière assez importante. Certaines pourraient atteindre le stade expérimental, comme je viens de vous le dire. Et qu'est-ce qui gravite? Bon, je vous ai posé la question. Une particule quantique, elle est non localisée. Sa fonction d'onde occupe une grande partie de l'espace. Ça peut être à droite et à gauche dans un état superposé. Donc, quel est l'effet gravitationnel? Est-ce qu'elle attire vers la droite, vers la gauche, au milieu entre les deux? Est-ce qu'elle crée une superposition d'espace-temps si on a une gravité quantique? On ne sait pas. Et les réponses aujourd'hui, il n'y en a pas, sauf dans la théorie des variables cachées, sauf dans la gravité quantique, qui n'est pas encore, comme vous le savez, une théorie au point. Mais c'est les seuls endroits où on trouve des réponses cohérentes, sinon la physique quantique élude cette question. L'effet de l'intrication, quand on a 2 particules, est-ce que leur effet gravitationnel est différent selon que les particules sont intriquées ou non? Alors sachez qu'en physique quantique, l'entropie, la quantité qui mesure l'intrication, c'est l'entropie. Donc on peut reposer la question d'une manière différente. Quel effet gravitationnel exerce l'entropie en physique quantique? Et du coup, on peut se demander, comme dans l'énergie ordinaire, même en physique ordinaire, classique, il y a de l'entropie, est-ce que l'entropie qui est dans la physique ordinaire, dans l'énergie de la physique ordinaire, exerce elle aussi de la gravitation? C'est-à-dire que est-ce qu'un objet froid et un objet chaud exercent ou non la même attraction gravitationnelle? Je ne pense pas qu'il y ait d'expériences qui répondent à cette question, qui est quand même fondamentale, parce que, et je vais m'arrêter là, il y a quand même des auteurs qui viennent de donner des idées assez intéressantes pour justement répondre à cette question, sachant qu'aujourd'hui, si on veut définir une énergie quantique en physique, quantique, il y a 2 méthodes. Bon, en physique quantique, on ne peut pas. Donc il faut modifier la physique quantique. Une manière de la modifier, c'est d'introduire un cutoff dans les intégrales. Mais qu'est-ce que serait ce cutoff? Si on veut qu'il soit naturel, ça serait l'échelle de Planck, sachant que dans ce cas-là, on arrive à une contradiction avec la cosmologie qui serait à peu près 10 puissance 120, comme vous le savez, ou des échelles d'unification, mais ça ne marche pas non plus. Donc pour le moment, sachez que ça, c'est quand même ce qu'on appelle l'énergie exotique ou l'énergie noire en cosmologie. Pour le moment, ça ne marche pas. Ou bien, deuxième manière de définir une énergie en modifiant la physique quantique, en établissant un lien entre la physique quantique et la gravitation, qui n'est pas simplement de dire que c'est l'énergie qui gravite,
c'est quelque chose de plus compliqué, mais je vais m'arrêter là, simplement, et ma conclusion, donc déjà en physique classique, thermodynamique, on a du mal à définir l'énergie, sachant que la meilleure définition, elle est un peu abstraite quand même, mais les différences d'énergie, c'est quelque chose qui est très bien défini et qu'on utilise sans arrêt, aussi bien en pratique que de manière fondamentale. En relativité générale, il n'y a pas d'énergie conservée, il ne peut pas y en avoir tellement. Donc l'énergie, on peut se débrouiller pour l'utiliser à peu près, mais ça n'est pas une notion pertinente, et ça n'est pas conservé. En revanche, le tenseur d'énergie-impulsion, c'est quelque chose qui est source de gravitation, ou de courbure si vous préférez, mais c'est quand même différent de la notion d'énergie. En physique quantique, pas d'énergie finie par les calculs, pas d'énergie conceptuellement non plus, pas de gravité. Ça veut dire que cette lacune oblige à modifier la physique quantique, puisqu'on en a besoin concrètement. Comment la modifier ? Et la modification doit aussi tenir compte de son interprétation. Toute interprétation de la physique quantique ne peut avoir de sens que si elle prend en compte le rôle de la gravitation. Donc je vous ai dit qu'il y avait deux moyens de la modifier intéressants, cutoff ou énergie du vide mise à zéro, c'est la seconde manière dont je parlais, ou autre chose. En tout cas, tout ça pour vous dire que la physique fondamentale continue aujourd'hui et le problème de l'énergie, c'est une de ces questions absolument fondamentales qu'elle doit résoudre. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus des expériences qui sont envisagées pour éventuellement mettre en évidence la gravitation quantique ? D'accord. Donc, ce qu'a montré l'expérience d'Aspect, c'est qu'il ne peut pas y avoir de variables cachées locales. Donc, s'il y a des variables cachées, comme par exemple dans les théories de De Broglie, Bohm et celles qui sont travaillées actuellement, ce sont des variables cachées non locales. Et à l'époque, le fait qu'il n'y ait pas de variables cachées locales, ça veut dire que la théorie des variables cachées impliquait la non-localité, ce qui a fait peur à tout le monde et qui a conduit à rejeter ces théories, alors que maintenant on sait que de toute façon, la physique quantique est non locale. Donc, variable cachée ou pas variable cachée, la physique quantique est non locale, et donc les variables cachées, disons, sont une interprétation aussi légitime qu'une autre, puisque son gros défaut, c'était la non-localité, et que de toute façon, il y a une non-localité. Alors, il faut savoir aussi ce qu'on appelle non-localité quantique. C'est une discussion qui est assez compliquée, mais voilà. Donc, si tu veux, l'expérience d'Aspect n'annihile pas du tout la validité des interprétations en variables cachées qui sont en train d'avoir un renouveau aujourd'hui. Un des intérêts des variables cachées, c'est que justement, on a véritablement une particule qui est quelque part, même si on ne le sait pas, et la gravitation, elle est créée à la position de cette particule, un peu comme en physique classique. Bon, ça c'est un des avantages des théories de variables cachées. Et la deuxième question... Ah oui, les expériences qui sont en cours. C'est assez intéressant parce que l'idée, c'est d'avoir deux particules proches l'une de l'autre, éventuellement plutôt des neutrons pour ne pas être gênés par les effets électromagnétiques. Donc deux particules proches l'une de l'autre, qui sont toutes les deux dans un état superposé droite-gauche. Et donc ça nous fait 4 paires gauche-gauche, gauche-droite, droite-gauche, droite-gauche. 4 paires qui sont... on a finalement pour les deux particules un état superposé à 4 composantes. Et la question, c'est que, évidemment, si ça interagit gravitationnellement, les paires qui sont plus proches vont avoir plus de chances d'interagir que les paires qui sont éloignées. Et donc, ça va créer, d'une part, un déphasage entre tout ça. Enfin, ça va finalement créer une sorte d'intrication entre les deux particules. On suppose qu'au départ, elles n'étaient pas intriquées. Donc, ça veut dire que cette expérience, si on arrive à la faire, ce que prétendent, et pour bientôt ses promoteurs, pourrait montrer une intrication via la gravitation, ce qui est quelque chose de nouveau et qui, selon les promoteurs, mais c'est discuté, la question c'est, est-ce que le fait que la gravitation puisse être une source d'intrication prouve que la gravité est quantique ?
là, il y a un débat, et je sais qu'il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Et moi, je dirais plutôt non. Mais enfin, disons, un début de l'expérience qui a été présenté. Il y a plusieurs auteurs différents qui présentent cette expérience. Et par exemple, Rovelli la présente en disant si on trouve une intrication, ça sera la preuve que la gravité est quantique. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est discuté. Donc voilà, en tout cas, j'ai les références, je pourrais te les envoyer si tu veux. Voilà. Merci beaucoup Marc d'avoir eu le courage d'attaquer cette question épineuse de l'énergie en physique. Et alors j'ai été amusé parce que le titre initial de ta conférence dans le programme, c'était « Qu'est-ce que l'énergie en physique ?» Et c'est devenu « Y a-t-il de l'énergie en physique ?» Et j'ai l'impression que ce balancement, en quelque sorte, reflète les deux aspects principaux de ta conférence, ce balancement entre la définition et la pertinence de l'énergie en physique. Donc je reviendrai sur la question de la pertinence, mais pour ce qui est de la définition même de l'énergie, c'est un problème d'emblée éminemment complexe, puisque la physique est faite de théories concomitantes et parfois contradictoires, donc on a une difficulté liminaire à produire une définition unique et unifiée de l'énergie, et c'est ce que tu as malgré tout tenté de débroussailler le problème et de remettre un peu de l'ordre dans l'énergie en physique, ce qui va peut-être faire diminuer l'entropie de Time World, à travers trois conceptions de l'énergie qui sont liées à trois théories, la thermodynamique classique, la relativité générale et la mécanique quantique. Alors c'est difficile de définir l'énergie en thermodynamique, c'est de façon générale ce qui modifie un système. On a quand même pu dégager des caractéristiques, c'est quelque chose, une quantité qui se conserve. Notamment, c'est ce qui est représenté par le premier principe de la thermodynamique, et c'est une quantité qui se transforme en conformité, bien sûr, avec le second principe de la thermodynamique. C'est aussi une quantité qui s'applique à des systèmes, qui dépend d'observateurs. Et puis, tu as d'ores et déjà souligné que ce qui est pertinent, pour revenir sur cette question de la pertinence, c'est pas tant l'énergie que la différence d'énergie que l'on peut notamment mesurer. Alors néanmoins, il y a quand même une façon de définir assez proprement l'énergie dans le cadre de la physique classique de façon théorique, c'est via le théorème de Noether que tu as cité, où l'énergie est envisagée sur une base théorique solide comme le reflet d'une symétrie fondamentale qui est en l'occurrence une symétrie temporelle. Et puis tu es passé à la relativité générale et avec l'idée que la masse est une forme d'énergie. Alors d'abord, tu as fait le lien entre l'énergie et la masse par la fameuse équation E égale mc2, où c ne représente pas véritablement la vitesse de la lumière, mais une nouvelle constante de la physique à cette époque. Et donc cette idée que la masse est une forme d'énergie permet de considérer de l'énergie, des liaisons, notamment des liaisons chimiques ou des liaisons entre les quarks, comme associées à une masse. Et donc finalement, cette distinction que l'on fait entre masse et énergie, qui est représentée par cette équation E égale mc2, n'est pas aussi manichéenne qu'elle peut sembler. Et donc finalement, c'est en quelque sorte deux notions, la masse et l'énergie, qui sont entremêlées. Et donc pour toi, ce qui est pertinent, la quantité pertinente, c'est le tenseur énergie-impulsion dans le cadre de la relativité générale. C'est le vrai concept opérationnel, pour te citer, parce qu'il détermine le champ de gravitation via l'équation d'Einstein, ce tenseur qui correspond à toute forme d'énergie. L'énergie en tant que telle n'est pas non plus le concept le plus pertinent parce qu'elle n'est pas conservée, contrairement à la physique classique, notamment parce qu'il n'y a pas de symétrie temporelle en relativité générale, sauf éventuellement dans des situations particulières locales. Donc, la notion pertinente, c'est l'énergie-impulsion, mais aussi éventuellement l'entropie, puisqu'il commence à y avoir des applications de la thermodynamique classique au trou noir, comme tu as pu le mentionner. Et peut-être que cela conduira d'ailleurs à une unification de la thermodynamique avec la relativité générale et pourquoi pas à une nouvelle définition de l'énergie qui sortirait de cette unification. Et puis donc tu as terminé par la physique quantique en citant d'abord le problème des divergences auxquelles ont été confrontés les physiciens notamment dans les années 30-40 en électrodynamique quantique avec des énergies qui tendent vers l'infini.
Et puis, tu as insisté sur ce problème qui est l'une des grandes questions de la physique actuelle, c'est le lien, l'unification même entre la physique quantique et la gravitation, qui va peut-être mener à une théorie de la gravitation quantique. Là encore, ce qui est pertinent, ce n'est pas vraiment l'énergie, mais c'est la différence d'énergie, delta E, tant qu'on ne s'intéresse pas à la gravitation. Et dès qu'on s'intéresse à la gravitation, alors là, on arrive sur de la physique beaucoup plus spéculative, mais il commence à y avoir, comme tu l'as évoqué, des potentielles expériences qui pourraient notamment étudier la façon dont les particules interagissent avec le champ de gravitation, avec notamment des enjeux forts sur l'interprétation de la mécanique quantique. Donc tu as cité notamment les univers multiples d'Everett et la signification, de façon encore plus simple peut-être, du temps dans l'équation de Schrödinger. Mais donc voilà, peut-être que ces nouvelles expériences ouvriront la voie à une meilleure compréhension du lien entre, une meilleure compréhension du temps en mécanique quantique et de ce qu'on peut appliquer comme définition du temps et de l'énergie à un état délocalisé ou intriqué. Voilà, donc en conclusion, je dirais que le problème de l'énergie adresse les plus grandes questions de la physique actuelle. C'est vraiment la question qui est au cœur du problème du mariage entre la physique quantique, la mécanique quantique et la relativité générale, notamment avec cette question de l'influence de la gravitation sur l'intrication et la non-localité. Et donc, tu dis que ça va peut-être conduire à une modification de la physique quantique, mais et pourquoi pas peut-être à une nouvelle théorie qui dépasserait à la fois la physique quantique et la relativité générale, et qui donc unifierait ces deux théories dans le cadre de la gravitation quantique. Voilà, merci beaucoup.